Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Innover chez un assureur historique, c'est quoi ? Laurent Charon, directeur de l'innovation et de la transformation chez AG2R La Mondiale à Paris. Notre champ d'investigation, il va être aussi bien dans le champ de la relation client que dans celui de l'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle. Ce vétéran, comme il se définit, évolue dans le monde de l'innovation depuis plus d'une dizaine d'années chez SFR, puis Unibail-Rodamco. Aujourd'hui responsable innovation et transformation digitale au sein du groupe français AG2R La Mondiale, Laurent nous parle de la transformation et de l'innovation dans le secteur de l'assurance et en particulier l'assurance de personnes. Au cours de cet épisode, Laurent nous décrit la collaboration avec la start-up Sagi, spécialiste en data ops, visant à permettre la mise en production de cas d'usage. Ce passionné nous explique la manière dont le groupe souhaite travailler avec les startups et quels sont les actes forts qu'il a posés pour accélérer et améliorer ses partenariats. Enfin, Laurent nous explique, non sans humour, comment cet assureur historique compose avec le legacy pour innover. C'est un épisode très riche, un tout petit peu plus long que d'habitude. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Solène. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur FinScale. Je voulais juste peut-être préciser aux auditeurs qu'on s'est installé dans un lobby d'hôtel, donc il y a peut-être un petit peu de fond sonore. On s'en excuse d'abord. Alors Laurent, j'étais ravie de te recroiser au Paris FinTech Forum cet hiver parce qu'on a pu reprendre contact et je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté l'invitation de venir parler sur FinScale. Je te remercie. Et de parler donc de l'innovation dans l'assurance et particulièrement au sein du groupe AG2R La Mondiale. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter ? Alors, je suis en quelque sorte un vétéran de l'innovation, en tout cas dans le monde de l'écosystème d'innovation en France, puisque ça fait une bonne dizaine d'années que j'y évolue avec le plus grand plaisir, dans différentes configurations. Donc, quelques années chez un opérateur télécom, puis un acteur de l'immobilier commercial. C'était chez qui ? Alors, SFR dans un premier temps. Ouais. Ensuite, le groupe Unibail-Rodamco, donc où j'ai été à la fois au niveau corporate, directeur d'innovation digitale, et ensuite le directeur de l'innovation de Viparis, donc la filiale du groupe Unibail-Rodamco qui s'occupe des congrès expositions. Et voilà, et donc aujourd'hui, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai le plaisir de m'occuper de l'innovation et de la transformation digitale chez AG2R La Mondiale. Ok, parfait. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Alors, on a des auditeurs qui sont un petit peu partout répartis en Europe. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément tous dans le métier de l'assurance. Alors, en guise d'introduction, moi, ça m'intéresserait, avant même qu'on parle d'AG2R La Mondiale, que tu nous parles de la transformation et l'innovation dans les métiers d'assurance, que c'est un métier qui est très ancien. Il y a des acteurs, notamment AG2R La Mondiale, qui sont des acteurs qui existent depuis un certain nombre d'années. Quels sont pour toi les enjeux de la transfo dans ce métier ? Alors, je ne vais pas parler de l'assurance au global, mais de ce qui est le métier du groupe d'AG2R La Mondiale, qui est l'assurance de personnes. D'accord. Et donc, par opposition ou complément avec l'assurance de biens. Et donc, en effet, sur ce contexte-là, en fait, et dans notre univers, dans notre environnement, donc on est sur plusieurs domaines. On est sur le domaine de la retraite complémentaire. Donc, en France, la retraite complémentaire, c'est le complément au régime général, mais qui est dû à tous les Français. Et dans cette retraite complémentaire, nous assurons la collecte et la redistribution. Mais dans un environnement qui évolue. Puisque à la fois donc on a l'interrégime qui se développe et puis c'est quoi l'interrégime ? Alors l'interrégime, c'est le fait d'avoir plusieurs régimes différents à Agirc-Arrco qui vont évoluer et qui vont changer, se transformer et sur des contraintes réglementaires, des décisions de l'État. D'accord. Et puis également le recouvrement des cotisations qui petit à petit est en train de se déplacer vers l'URSSAF. Donc ça a des conséquences sur nos organisations. On est très contraint au réglementaire aussi sur le domaine de l'épargne et de la retraite supplémentaire qui va être
plus le sujet de nos discussions aujourd'hui, notamment à travers la loi Pacte, qui est entrée en vigueur au 1er janvier. Tout le monde en parle, de cette loi Pacte. Et qui ouvre à la fois des opportunités, des opportunités, des menaces. Et donc, finalement, tout cela à prendre en compte. Ça aiguise les appétits de certains acteurs qui ont envie d'entrer sur ce marché. Et puis, le domaine de la santé et de la prévoyance également, toujours lui aussi soumis à des transformations nationales, le 100% santé, et puis la possibilité de résilier son contrat dans l'année, donc ce qu'on appelle les résiliations infra-annuelles, avant échéance annuelle des contrats, viennent nous bousculer. Et puis, évidemment, on a aussi un contexte extérieur. Alors, contexte extérieur, jusqu'à maintenant, c'était essentiellement les taux bas qui venaient nous chatouiller un petit peu. Et puis, je dirais que, chatouiller un petit peu beaucoup, ça vient toucher nos équilibres. Certains types de contrats pour lesquels il devient finalement c'est un challenge de servir les revenus promis. Et puis, s'ajoute bien évidemment les conséquences qui vont certainement être de plus en plus visibles dans le temps, les conséquences de la crise du Covid. Donc voilà un peu des enjeux de secteur en France. Et puis finalement, le rôle du digital et qu'est-ce que peut apporter le digital dans ce contexte-là. Donc ça, ce sont plutôt des facteurs exogènes que tu as décrits. C'est beaucoup de facteurs exogènes, essentiellement des facteurs réglementaires. Oui. Et puis arrivent également donc ces facteurs de macroéconomiques externes, du contexte des taux bas également des conséquences de la crise du Covid qui vont, d'une manière ou d'une autre, et on commence à le voir et on découvre petit à petit, avoir un impact sur notre business au global dans les mois et les années à venir, sans aucun doute. Et puis j'imagine après qu'il y a tout le volet, mais ça tu vas, à mon avis je te précède, mais tout le volet client, justement adaptation des besoins clients, des nouvelles pratiques de vos clients, clients corporate ou clients privés, par rapport à tous les outils qui sont à leur disposition maintenant. Oui, c'est là en effet où le digital et la transformation digitale intervient avec... Alors, chez AG2R La Mondiale, on identifie en fait quatre types de besoins. Un besoin de transparence, d'information. J'ai besoin de comprendre ce que veut dire mon contrat, ce que veulent dire les garanties auxquelles j'ai souscrit. Ensuite, un besoin d'autonomie et d'immédiateté. Donc, j'ai besoin 22h samedi soir, j'ai besoin d'une information, j'ai besoin de faire une action, et j'ai besoin que ce soit fait maintenant. Ouais, et sans avoir à appeler un numéro d'urgence, tu vois, de son côté. Bien sûr. À cela aussi s'ajoute naturellement la personnalisation. Donc la personnalisation, c'est tu es différente de moi, nous avons des attentes, des besoins, des parcours, des moments de vie différents. Comment AG2R La Mondiale y répond de manière la plus personnalisée possible, la plus adaptée, et puis l'anticipation, comment je devance le désir et les besoins de mes clients. Ça, Amazon le fait très bien en anticipant la disponibilité des produits au plus près de ses clients. Finalement, le renouvellement des chaussettes. Voilà, est-ce qu'on arrive à anticiper l'équivalent du renouvellement des chaussettes chez nos clients. Parfait. Et après, et un dernier point dont on n'a pas parlé et qui m'intéresse aussi, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, c'est le processing aussi et l'amélioration des processus en interne. J'imagine qu'il y a la transformation aussi en interne des processus pour rendre la gestion, par exemple, des claims de manière plus automatique, pour soulager les équipes opérationnelles. Ça, oui. Transformation digitale, innovation, en effet, l'innovation est peut-être tout petit peu en avant et va amener des choses qui vont ensuite, pour celles qui réussissent, on s'autorise aussi le droit à l'erreur, mais pour celles qui réussissent vont s'installer. Mais en effet, notre champ d'investigation, il va être aussi bien dans le champ de la relation client,
que dans celui de l'efficacité ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle. Donc en effet, l'amélioration des processus, comment on parle parfois de gestionnaire augmenté, comment on va améliorer, rendre un meilleur service aussi à nos collaborateurs, à nos équipes, grâce aux outils digitaux. Ok, merci beaucoup. Alors, AG2R, la mondiale, c'est très très connu. Mais moi, j'aimerais quand même, parce que je ne connais pas le détail du groupe, je pense que tous les auditeurs le connaissent. Est-ce que tu pourrais peut-être, en 5 minutes, nous présenter, même si c'est compliqué, vu que c'est un très très gros groupe, quand même nous présenter globalement l'activité d'un point de vue pas uniquement français. Moi, je connais le côté luxembourgeois, bien entendu, toute la partie assurance vie, et nous citer quelques chiffres clés pour qu'on puisse un petit peu situer le groupe. Alors, le groupe AG2R La Mondiale, donc c'est un groupe, je le disais au début, qui est un groupe d'assurance de personnes. Donc on est finalement spécialisé dans la protection de l'individu, que ce soit sa protection sociale ou sa protection patrimoniale. Et donc, on s'adresse aussi bien à des clients particuliers qu'à des entreprises ou des entreprises, des branches professionnelles. Donc on a également une interlocution avec les représentations, ces représentations des entreprises que sont les branches. Et finalement, notre mission, ça va être auprès de chacun de ces clients, de les protéger sur leur santé, sur leur patrimoine et leurs revenus, et de les aider à anticiper les accidents de la vie et de préparer leur retraite. Finalement, voilà un peu notre terrain de jeu. Donc nous avons à peu près 15 millions de Français qui sont dans nos clients, dans tous les registres que je citais au début, de la retraite complémentaire, de la santé, de la prévoyance, d'épargne ou de la retraite supplémentaire. On est également l'assureur d'une entreprise sur 4 en France. Ouais. Voilà, donc, et nous sommes un groupe essentiellement français et international, grâce en effet à la mondiale Europartner, donc qui est notre filiale luxembourgeoise. Qui fait que de l'assurance vie ? Qui fait de l'assurance vie en effet, et qui est établi, donc qui est un acteur présent depuis longtemps au Luxembourg, puisque nous y sommes depuis une 30aine d'années. Nous avons également une présence en Italie, à Milan. Et notre mission, c'est ici sur la mondiale Europartner, c'est d'accompagner une clientèle patrimoniale dans la réflexion et dans ses choix de solutions d'assurance vie. Voilà. Ok. Et ça représente combien de collaborateurs au total ? Tu as une idée ? Le groupe, ouais. Le groupe, on est à peu près 11 000. Ah oui, quand 11 000 même. Collaborateurs. Ouais. Ouais. C'est pas un petit groupe. Voilà, et on est un groupe des territoires et des régions, puisque en France, nous sommes présents dans toutes les régions administratives avec des représentations locales fortes et historiques, y compris dans les Outre-mer. Merci beaucoup. Ok, on parlait de la transfo. Est-ce qu'il y a eu des étapes clés dans le groupe ces 10 dernières années ? Est-ce qu'il y a des moments clés que tu peux nous citer qui auraient marqué le groupe d'une certaine manière ? Sur les 10 dernières années ? Ouais, je sais pas. Si on fait une petite mini rétrospective, je pense que des milestones. Il y a eu plusieurs ruptures. Alors, je peux revenir 3-4 ans en arrière, si tu permets. Vas-y. Et sachant que j'ai rejoint le groupe il y a 2 ans, donc je fais appel à une mémoire qui existait quelques temps avant moi. Ouais. Je pense que si on regarde ces étapes, il y a des éléments, des briques de base importantes qui ont été décidées et qui prennent leur essor en termes d'usage. Du côté des clients, c'est le développement des espaces clients qui est vraiment, qui porte la relation d'interlocution digitale avec nos clients. Qu'est-ce que c'est pour toi les espaces clients ? Alors les espaces clients, ça va être des espaces sur chacun de nos métiers et finalement, quand un client multi-équipé va pouvoir
évoluer d'un univers à l'autre au sein du même espace. Online. Online, Oui. bien sûr, online. C'est pas des lieux physiques. Non, c'est un espace de ouais. self-care. C'est un D'accord. espace de self-care où donc nos clients ont accès et vont pouvoir se connecter, effectuer un ensemble d'opérations, que ce soit évidemment de consultation, mais également d'action, de versement, ou bien à l'inverse, de retrait, de collecte, sur des supports et des placements. Donc voilà, et cet essor-là, il se fait petit à petit. Il se fait petit à petit parce que sur chacun des espaces qui sont assez différents, finalement, on va développer petit à petit de nouvelles fonctionnalités. On va enrichir selon les attentes des clients. Et puis, on va étendre et on va rapprocher finalement les univers aussi dans une continuité de parcours d'usage d'un univers à l'autre qui rend la navigation fluide et l'expérience utilisateur la plus fluide possible entre les différents univers. Et ça veut dire aussi beaucoup de nouveaux métiers dans le groupe, des métiers développement de front, et puis des métiers d'UX, des métiers autour de l'agilité, de product owner, donc toute une nouvelle culture finalement aussi et qui une se diffuse petit à petit. Qui se diffuse absolument petit à petit dans la maison. Ouais. Ensuite, on le disait tout à l'heure, les symétries des attentions, un client bien équipé, c'est important, des collaborateurs bien équipés également. Et donc notamment, nous avons équipé nos équipes commerciales d'outils numériques et de dématérialisation de la signature des contrats. Ah. Et donc, ça a dû changer leur vie. Hein. En tout cas, ça a changé leur vie. Big step. Ça a sauvé des forêts. J'imagine. Ok. Bah, écoute, merci. Tu voulais ajouter quelque chose ou... Sur cette dimension de la transformation, oui, je pense que après, c'est aussi... il y a aussi une notion d'évolution de la culture des équipes et donc un accompagnement de la culture que je porte, que j'ai le plaisir aussi de porter dans cette équipe que j'anime. Et donc, finalement, comment on va aussi accompagner les collaborateurs dans cette réflexion, dans cette évolution, en leur apportant des contenus, des idées, des formats nouveaux, d'animation. C'est aussi vecteur. Je pense que une transformation, c'est 50% d'humain, 50% de technologie, 50% d'humain. Et donc ce côté humain, il est très important. Nous avons d'ailleurs, le groupe a une culture très humaine, un groupe de protection sociale, donc ça se voit aussi dans la culture de l'entreprise. Et l'accompagnement des gens, il est fondamental dans ce genre de démarche. Tu me disais en préparation de l'entretien que vous aviez également instauré, alors tu me dis si je me trompe de mémoire, des webinaires en interne, des formations justement online de vos collaborateurs, ce genre de choses. C'est ce à quoi tu fais référence. Alors tout à fait, oui, beaucoup d'ateliers alors qui ont totalement explosé en attente et pendant en demande et en usage pendant le confinement, puisque c'est l'ensemble de l'entreprise qui du jour au lendemain est passé en travail à distance et qui s'est retrouvé à utiliser ces outils. Et donc notamment mon équipe et mes collaborateurs, mais également évidemment d'autres équipes sont démultipliées pour accompagner à tous les étages de l'entreprise, accompagner les collaborateurs dans la prise en main de ces nouveaux outils. Oui. Et donc ça a, je pense, permis de franchir en tout cas un grand pas dans l'adoption des outils. C'est un vecteur d'accélération assez extraordinaire ce confinement finalement. Sur certains aspects, oui, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Sur ces différents points. Alors, l'une des raisons pour laquelle, donc je suis ravie que tu sois venue, je te le répète encore aujourd'hui, mais une des raisons qui m'intéressait, c'est que ça me tient particulièrement à cœur, c'est que des grands groupes historiques qui ont parfois des difficultés à se transformer, à innover, etc., puissent aussi démontrer qu'ils parviennent à travailler avec des startups, à apporter de l'innovation. Donc,
ça m'aurait vraiment intéressé qu'on prenne un use case, si possible avec une start-up, ou en tout cas une entreprise innovante avec laquelle AG2R La Mondiale aurait collaboré de façon efficace et qu'on analyse avec toi, qu'on analyse ensemble ce qui a été, ce qui n'a pas été, les leçons qui ont été tirées de cette collaboration. Et en définitive, pour comprendre comment votre groupe collabore avec ces acteurs-là et peut-être éventuellement ce qui a été mis en place pour que ce soit win-win et que chacun y tire un avantage. Voilà, c'était très long comme question. Alors, c'est une énorme question. Bon, on va regarder un use case. Voilà. Ok. Eh bien, oui, le cas dont j'aimerais parler, c'est un cas qui est toujours en cours et qui est vraiment un condensé de toute la démarche qu'on comporte. Donc je pense en cela, ça peut être intéressant. C'est un cas qu'on a démarré autour de la lutte contre le blanchiment. Mm-hmm. Et le financement du terrorisme. Donc on a des obligations, des contraintes réglementaires très fortes pour identifier des cas suspects dans ce domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et c'est une démarche en fait un peu particulière et aujourd'hui déjà outillée, mais outillée avec des règles assez monolithiques qui vont notamment relever beaucoup de faux positifs. D'accord. Donc le faux positif, c'est un cas détecté comme étant un positif potentiel, mais qu'au final s'avère... Donc un client à risque. Voilà, un client qu'on pense à risque, mais qui au final ne présente pas de risque. Et les équipes, donc les équipes nos équipes du réglementaire sont venues nous voir et puis on aussi avait déjà réfléchi dans un bac à sable à une démarche à base d'intelligence artificielle, machine learning, qui permettrait de résoudre ce cas. Et donc il l'avait implémenté en test et puis vous avez implémenté une solution eux-mêmes en test avec quelques expertises internes de la direction informatique et puis pour sortir ces faux positifs, pour identifier pour écarter un maximum de faux positifs et ne garder et donc les résultats du bac à sable étaient plutôt concluants. En revanche, on s'est heurté à des difficultés lors du passage en production. Et ça n'a pas réussi. On n'a pas c'est ballot. On n'a pas pu je dirais transformer l'essai. C'est frustrant, expérimentation réussie, KPIs de succès qui sont là, mais malheureusement pas possible. Et pour des contraintes techniques ? Voilà, pour un ensemble de contraintes techniques qui fait qu'on n'arrivait pas. Et donc on a repris finalement cette expérimentation. Donc tes équipes ? Mes équipes, les équipes du réglementaire, les équipes de la direction informatique. Le on autour de l'innovation est un vrai collectif composé des métiers, de l'innovation, de la direction informatique et également d'un ensemble de fonctions support qui sont clés dans le processus. Je fais une toute petite digression sur cet élément-là, mais il est très important. Il est très important en général. Il est très important dans le monde dans lequel on est des services financiers, de l'assurance, qui est un monde très réglementé. Et donc ces fonctions support, j'aime pas le terme, mais bon, c'est comme ça qu'on les définit un petit peu. C'est ce qu'on a emmené avec nous. C'est donc les achats, la direction juridique. Le DPO, le Data Protection Officer, le RSSI, donc autour de la sécurité de l'info. Parce que c'est quoi ? C'est le responsable de la sécurité informatique. D'accord. Voilà. Finalement, toutes ces fonctions-là sont nécessaires dans une démarche d'innovation parce qu'on va pousser un petit peu les lignes, on va pousser des frontières. Et donc, en revanche, dans un univers très réglementé, où la data du client, les règles d'utilisation des données du client sont très importantes, où on peut se retrouver donc à la frontière du réglementaire et du juridique. Finalement, il est important d'avoir toute cette personne-là à bord. Et également, donc je le citais aussi, la fonction achat, c'est
la première personne que je suis allé voir lorsque j'ai rejoint le... C'est vendor management, achat pour toi. C'est le procurement. Oui, c'est ça. Voilà. Et pourquoi je suis allé voir le directeur des achats en premier? Je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, on va travailler avec des startups probablement dans une démarche d'innovation, et en revanche, j'ai besoin de travailler avec elles proprement. Et donc, j'ai besoin que tu m'aides à faire un contrat facile, pas un contrat de 70 pages. Un contrat un peu allégé qui permette, sans pour autant, je dirais, faire prendre plus de risques, être négligent et, et faire prendre de risques de part et d'autre, garantir suffisamment les deux parties sans avoir en effet toute cette lourdeur contractuelle qu'on peut avoir. Et puis j'imagine aussi un SLA plus léger, ou en tout cas adapté en fonction du contexte. Et surtout des engagements que j'appelle un CDD, c'est-à-dire que lorsqu'on démarre une expérimentation, et je le dis aux porteurs de projet, on est sur un temps court. Oui. Et parfois je suis un petit peu pénible, j'en dis, une expérimentation, ça a une date de début, une date de fin, et une date de fin. Une date de fin. Et donc c'est important pour... une des choses, et je reviens à ta question, un des éléments qui quelque part pourrit la relation entre les startups et les grands groupes, c'est le fait qu'on ne sait pas dire non. Oui, parce que c'est sympa. Parce que c'est sympa, on a envie de continuer. Oui. Et finalement, on fait une expérimentation, ça marche plus ou moins bien, on ne sait pas très bien, on ne s'était pas fixé beaucoup d'engagements et de KPIs au départ. Souvent, ça s'arrête au POC, hein. C'est ça le souci. Hein. Ça s'arrête au POC. Et POC, c'est Proof of Concept. Proof of Concept. Oui. On n'a pas suffisamment aussi déterminé les objectifs à la fin, ce qu'on voulait mesurer, ce qu'on voulait observer. Ah, c'est clair. Et on ne sait pas terminer un projet. Et donc finalement, j'ai repris toutes ces choses-là en positif en me disant, on va faire un contrat court, la durée du projet d'expérimentation. Le contrat s'arrêtant à la fin, ça oblige les parties à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Et également, on est très vigilant avec toute l'équipe à ce qu'on ait des indicateurs, à ce qu'on ait un objectif finalement dans cette expérimentation. Qu'est-ce qu'on veut mesurer ? Est-ce que c'est de la conquête client ? Est-ce que c'est un taux de rétention ? Est-ce que c'est une efficacité opérationnelle, un gain de productivité ? Et de manière vraiment chiffrée, pas que du quali, mais du quanti aussi. Hein. Chiffré. Donc ça, c'est très factuel. Voilà. C'est très factuel et ça permet de donner en fait un résultat. Ça permet de donner un résultat et à partir de ce résultat, alors on est dans l'innovation, donc il faut s'autoriser une part d'incertitude, il faut s'autoriser une part d'imprévu, il faut s'autoriser à changer des choses, mais dans changer des choses, dans le cadre, on l'a défini au départ, pas dans une absence de cadre. Et c'est, de mon point de vue, un des éléments très perturbateurs de la relation entre les startups et les grands groupes. C'est le contrat initial n'est pas clair. Tout à fait. Et donc, c'est exactement, je fais un parallèle avec le recrutement. Le recrutement, ça devrait être comme ça, être très factuel et avec des KPIs. Non, mais c'est vrai, parce que sinon, tu fais intervenir trop de biais dans l'évaluation, finalement, de la collaboration avec la startup. Donc, en procédant de la sorte, je ne sais pas si tu me rejoins, ça te permet de vraiment cocher tes cases à la fin et voir de façon très froide ce qui a été, ce qui n'a pas été, sans faire intervenir d'humain et de pathos ou de biais. Absolument. C'est un peu froid ce que je dis quand même. Mais c'est concret, je pense. C'est en tout cas l'esprit de cette démarche, c'est d'avoir en effet des choses factuelles et quelque part de revenir aux besoins réels du porteur de projet, de ce que j'appelle le porteur de projet, du métier, ce qui est mon client interne finalement, dans cette démarche d'innovation. Et d'ailleurs, on s'interdit de démarrer un projet d'expérimentation, d'innovation quel qu'il soit, si on n'a pas un porteur de projet qui est lui-même capable, non seulement porteur de ce projet, mais capable de contribuer au financement du projet. Le sponsor, quoi. Le sponsor, mais un sponsor financeur. Et l'autre élément important, c'est qu'on paye les startups. Ah oui. Pour le POC. Non, mais c'est pas gratuit. Important. C'est pas gratuit. Et ça, c'est important. Tout le monde ne le fait pas. Et j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup parce qu'en effet, tout ça participe finalement de la construction d'une relation saine. Vous travaillez, on vous paye. C'est normal. Tout travail mérite salaire. Voilà, c'est ce que m'ont appris mes parents, donc je le reproduis ici. En effet. Ok, c'est très clair pour le cadre. L'épisode avance très très vite, Laurent.
on est surtout vers le troisième tiers de notre timing. Est-ce que tu pourrais dire concrètement ce que vous avez fait avec cette start-up, donc à partir du moment où vous avez adressé le point avec les réglementaires et vous avez décidé de travailler, collaborer avec eux, comment est-ce que vous avez Alors le problème qu'on avait à résoudre ici n'était pas tant le problème du cas d'usage, même s'il est important de le travailler, que réussir le passage vers la production. Ouais. Et finalement, c'est ce que fait Sadji. Donc Sadji, c'est la start-up en question. C'est une start-up française ? Est une start-up française. Ça s'écrit comment ? SAAGIE. D'accord. Alors, ils ont une actu récente. Ils viennent d'annoncer une levée de 25 millions à laquelle, d'ailleurs, on a le plaisir de participer avec notre fonds d'investissement, notre corporate venture ALM Innovation. Génial. Et donc, Sadji est un expert de ce qu'on appelle le DataOps. Alors, le DataOps, je vais faire une analogie, c'est l'équivalent du DevOps pour la data. Alors, seuls les développeurs auront compris ce que je veux dire. Moi, je ne comprends pas. Et donc, je vais expliquer. Je comprends DevOps, mais DataOps. Je vais expliquer pour les autres. Voilà, mais l'analogie, quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre l'analogie si tu connais le DevOps. Le DataOps, c'est un ensemble de méthodes, de processus et de techniques qui permettent de fluidifier la mise en place et la mise en production d'un cas d'usage de la donnée, de son initialisation, donc de l'idée du cas d'usage et de la conception du cas d'usage, jusqu'à sa mise en production. Et, comme tu l'as compris, c'est ce qui n'a pas fonctionné dans la première version. Et donc, avec Sadji, on s'attache à apporter finalement la réponse au problème initial qui était l'impossibilité de porter un cas d'usage du lab à la production. Donc vous aviez fait tout le bac à sable dont tu parlais tout à l'heure, c'était pas avec Sadji. Et c'est l'utilisation de cette start-up qui a permis de mettre en prod, c'est ça ? Voilà, absolument. Ok. Absolument. Et donc, à partir du moment comment vous les avez identifiés ? Comment est-ce qu'ils sont sortis du chapeau du magicien ? Alors, vous avez fait un screening ? Du screening, du réseau, du benchmark. Ouais. C'est vrai que alors le sourcing, c'est très important. Ouais. Et ça, c'est dans tes équipes que ça se fait ? Ouais. On fait le sourcing. On a des outils. On a des outils pour sourcer. On a du réseau, des partenaires. On est partenaire de plusieurs incubateurs, avec dont le Swave. Donc le Swave, c'est l'incubateur FinTech AssureTech opéré par Paris & Co. Et donc c'est notamment principalement à travers eux qu'on s'intéresse et qu'on source les projets autour du FinTech AssureTech, qui est quand même une de nos grosses activités. Et alors Sadji, on les a pas trouvés à travers le Swave. Ils sont arrivés plutôt par nos réseaux et comme ça arrive aussi. Et puis on voit énormément de startups et donc toutes ces startups là, on les met dans une base qu'on appelle Test et Invest, qui est notre base interne, qui est accessible à l'ensemble des collaborateurs et qui après 18 mois d'existence contient à peu près 1200 startups qui sont des startups qu'on a rencontrées ou qu'on a identifiées. Uniquement en France ou ailleurs ? Non, de manière générale en Europe. Ok. Beaucoup en France. On a quand même un tropisme français assez fort, mais des startups européennes également. Ok. Et donc, Sadji, on a fait un peu de benchmark aussi. Et c'est important. C'est pas parce qu'on a vu Sadji en premier que Sadji est la solution. Non, tout à fait. Il faut regarder ce qui se passe. Il faut aussi se poser. Alors, la première question, en l'occurrence, on ne se l'est pas posée, mais on se pose systématiquement 3 questions avant de décider d'aller travailler avec une start-up. La première, c'est est-ce qu'on sait faire en interne ? Oui. Donc là, tu l'as compris, on ne sait pas faire en interne, on n'a pas réussi. Oui. La deuxième, c'est est-ce qu'on saurait développer une solution en interne avec nos équipes de dev ? On en a, donc on a ce savoir-faire-là. Et quand on répond non aux 2 premières questions, on pose la troisième qui est y a-t-il un acteur et quel serait le meilleur acteur pour nous accompagner dans l'écosystème d'innovation ad hoc dans le sujet dans le sujet du problème à résoudre. Ouais. Et donc avec Sadji, on est arrivé, on a répondu non finalement aux 2 premières, on est arrivé à se poser la troisième et donc à les identifier, à les retenir pour cette expérimentation.
Ok. Et donc, ils sont identifiés. À partir du moment où tu les identifies et tu exposes ton problème, combien de temps il se passe entre le... Non, mais c'est important parce que souvent, ça peut être aussi un point critique pour les startups, c'est la lenteur de prise de décision au sein d'un groupe. Donc là, la prise de décision a eu lieu puisque vous les avez incorporés et plus. Mais tu as une idée du temps que ça a pris et également pour contracter avec eux ou pas? Ouais. Avec eux en particulier, on a mis 3 bons mois pour contracter. Okay. Mais eux et nous, en fait. Ouais, et après, c'est un projet de 6 mois. D'accord. Donc on est sur des cycles. C'est relativement court. Hein. Je trouve ça encore un peu long. Mais j'aimerais qu'on arrive à être encore plus agile et plus rapide, mais c'est vrai qu'on on est quand même sur un schéma assez classique. C'est à peu près notre cas type. Oui, tout à fait, mais parce que étant donné que tu embarques tout le monde avec toi, il faut que tout le monde donne le green light. Donc c'est pour ça que tu as nécessairement un petit peu, ça rallonge par rapport à un processus classique de prise de décision dans une petite PME. Oui, et après, je pense aussi, Solène, ce qui est important, c'est qu'on veut faire durer. Mon but n'est pas de multiplier les expérimentations. Mon objectif, l'objectif qu'on porte avec l'équipe et tous les gens qui nous accompagnent, c'est de réaliser l'industrialisation, de réaliser le passage en production. Et c'est ça qui nous anime. Ouais. C'est pas de démultiplier le POC dont tu parlais tout à l'heure. Ça, on sait faire des POC, c'est relativement simple, mais c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est d'apporter des éléments de transformation, d'innovation à l'entreprise. Et donc, c'est aussi quelque part, je pense, le prix à payer pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Ouais. C'est-à-dire, et je reprends ce que tu disais sur le fait d'emmener tout le monde, finalement, ça prend probablement plus longtemps. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ça s'applique ici aussi, finalement. Le temps de créer le momentum, partant du vrai besoin du client, s'assurant qu'il a le temps et que ça rentre dans sa priorité, de passer du temps sur ce projet avec nous. Et quand il a du temps, c'est peut-être dans 3 mois, c'est peut-être pas tout de suite. Faut prendre en compte aussi sa charge de travail et ses priorités. Et puis après, on est aussi dans des projets, et parfois le projet, on a aussi, et un projet d'innovation peut-être encore plus, on a aussi des aléas. Ouais. Et donc, avec Sadji, on est en train d'arriver à la fin là, de cette phase d'expérimentation et de commencer à se projeter sur la suite, à savoir comment on va pouvoir installer durablement, c'est-à-dire de manière stable pour le cas d'usage qu'on a testé avec la lutte contre le blanchiment, mais peut-être aussi pour d'autres cas d'usage de DataOps, et donc finalement, par là même, accélérer la production, la fabrication de cas d'usage de la donnée. Et donc les équipes, toutes les équipes, alors c'est vraiment beaucoup de monde qui travaille sur ce genre de projet, c'est des équipes très transverses, des métiers, de la data chez nous, de l'innovation, enfin il y a vraiment tout un tas d'expertises qui sont réunies. On est dans une logique un peu de tuilage, c'est-à-dire que à la fin d'une expérimentation, quand on pense qu'elle se passe bien, on commence à préparer la suite. Oui. Et donc, on commence à aller chercher d'autres compétences qui vont se projeter un peu plus loin dans l'environnement de production, dans une trajectoire un peu plus long terme. On commence à parler aussi du modèle économique cible. Comme on a signé un contrat court et un CDD, ça nous permet de ne pas trop nous projeter dans des modèles parce qu'on ne fait pas le plan à 10 ans. Ça ne sert à rien. On ne sait pas si on va aller déjà au bout de 6 mois. Donc, allons d'abord à 6 mois et après, à l'issue des 6 mois ou avant, un peu avant, si ça se passe bien, exactement. Ouais. Avant, si ça se passe bien, on va commencer à se projeter dans un modèle cible. Mais typiquement, dans un contrat classique, on va se projeter dans un modèle à 3 ans, à 5 ans. Et si soit on fait pas de contrat, soit on fait un contrat à 5 ans. Mais en fait, avec les startups, moi, le parti que j'ai pris, c'est de faire quelque chose au milieu qui soit sur un contrat court sur un premier temps. Et après, si ça fonctionne bien, si on a envie d'aller plus loin, à ce moment-là, il faut évidemment renégocier un contrat, repenser un modèle économique industriel. Mais derrière, chez un opérateur comme AG2R La Mondiale, mais je pense chez ceux qui nous écoutent aussi quand ils sont dans un grand groupe, surtout les grands groupes financiers assurantiels, porter une innovation en production, c'est un peu comme... Je vais prendre une image, jeter depuis le quai
une valise dans un train de marchandises qui ne s'arrête pas et où il y a juste un petit espace où il faut jeter la valise, si tu vois. Donc voilà le challenge qu'on pose aux équipes, c'est innover, c'est arriver à jeter la valise depuis le quai et qu'elle tombe pile poil dans l'espace qui lui était réservé, parce qu'en effet, dans nos cycles de production et de fabrication informatique, on a des projets, des gros projets pluriannuels, et il faut arriver à jouer entre ces gros projets et placer nos innovations à l'intérieur de ces grands projets. Parfait, merci beaucoup. C'est un beau cas. Merci d'être venu avec ce cas, Laurent. J'avais en préparation du meeting une image que tu avais utilisée, que j'avais beaucoup aimée, pour parler de vos équipes informatiques qui devaient gérer justement avec tout l'existant. Et tu me disais que c'était des équipes vraiment super performantes, et que si on leur retirait justement tout ce poids du passé, ce serait des F1 en puissance. C'était ça l'image. Oui, alors oui, en effet. Tu me permets d'en parler. Hein. Non, absolument. Et je pense que c'est vrai qu'on fait souvent le reproche aux équipes informatiques des grands groupes de ne pas être agiles en comparaison des startups. Et je trouve que c'est pas juste, en fait. C'est pas juste, parce que si les startups avaient le legacy, comme on dit, le legacy qu'on a dans nos grands groupes, je pense qu'elles auraient aussi beaucoup de mal. On empile des couches informatiques, des systèmes complexes. On va avoir parfois plusieurs systèmes équivalents qui vont rendre le même service, mais qui vont devoir fonctionner entre eux. Et nos informaticiens ont systématiquement, quand ils veulent faire quelque chose de nouveau, un vrai casse-tête à résoudre. Et si on leur enlevait, mon rêve, moi, c'est qu'on leur enlève tous ces boulets aux pieds, tous ces freins. Et là, en effet, on accélérerait. Bon, ça reste un rêve, mais on accélérerait de façon incroyable la transformation. C'est vraiment une question de contexte. Tout à fait. Et pas de personne, voilà. Et je trouve que ce procès-là, il me semble injuste. Tout à fait, c'est pour ça que je le cite. Ça m'a marqué. Je te remercie. Ok, écoute, Laurent, on va malheureusement devoir se quitter. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on s'arrête. Non, un mot de remerciement. Merci de m'avoir consacré ce petit moment. Et j'ai été ravi, en tout cas, d'échanger avec toi. Mais oui, c'était partagé. Avant que qu'on se quitte, est-ce que tu peux recommander un bouquin, un podcast Alors, je sais qu'on a beaucoup de podcasts en commun. Quelque chose, voilà. Je vais recommander une newsletter que j'aime beaucoup, parce qu'elle permet de prendre un peu de recul, et ça s'appelle Tech Trash. Ah, on m'en a parlé sur un autre épisode. C'est drôle. Voilà, j'adore Tech Trash parce qu'en fait ça nous renvoie aussi parfois à nos schémas, à nos mots, à nos franglais, c'est drôle comme tout. Et à notre techno bullshit permanent. Et donc finalement ça peut parfois nous dire tiens, là, t'es peut-être en train de déconner là. Tu vas peut-être un petit peu trop loin dans le bullshit. Le bullshit quote de la semaine. Voilà, j'adore. Ok, Tech Trash. Voilà, donc un grand salut à Dan. Parfait. Ils ont sorti un bouquin d'ailleurs. Que j'ai lu. Que tu as lu. Je vais le lire, moi. J'ai vraiment envie de le lire. Les possédés. Voilà, exact. Parfait. Merci Laurent. Merci Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.